Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 16 septembre. Bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 Hebdo, une émission pour revenir sur l'actualité de la semaine. Voici les titres. Le Modem 78 envisage de partir seul pour les élections législatives de l'an prochain. Le parti de François Bayrou souhaite investir ses candidats si Alain Juppé ne remporte pas la primaire de la droite et du centre. Les Yvelines et les Hauts-de-Seine poursuivent leur rapprochement pour une éventuelle fusion. Les deux départements viennent de donner naissance à Citalios, un nouvel acteur de l'aménagement urbain en Ile-de-France. Nous recevrons son directeur général sur ce plateau. Et puis, dans cette émission, nous reviendrons sur le reste de l'actualité avec notamment François Hollande en déplacement à Saint-Quentin en Yvelines pour parler formation ou encore la Société du Grand Paris qui accélère sur les différents chantiers des futurs métros. Mais je vous le disais dans les titres, le mouvement démocrate 78 faisait sa rentrée hier à Versailles, une rentrée placée sous le signe des échéances électorales à venir. Et le parti centriste menace, si Alain Juppé ne remporte pas la primaire de la droite, il présentera ses propres candidats pour les législatives. Les précisions de Florane Parfait. Le message est clair, pour le Modem, c'est Juppé ou rien. Le parti centriste soutient l'ancien Premier ministre pour la primaire de la droite. Question de valeur, question d'idées ou encore d'amitié. Le seul qui soit déclaré ouvertement pour un large rassemblement, ils appellent ça progressiste, mais pour c'est un large rassemblement humaniste, porteur d'idées nouvelles, porteur de témoins vers une politique autrement, le seul qui l'ait fait, c'est Alain Juppé. Et ça correspond exactement à tout ce qu'on prône depuis 10 ans déjà. Donc c'est naturellement qu'on va vers lui. Les autres n'ont rien montré de tel. Donc effectivement, on va vers Alain Juppé. Et en plus, vous connaissez les liens d'amitié qui le lie à François Bayrou, d'amitié et de respect. Et si le maire de Bordeaux ne remporte pas la primaire au mois de novembre, le Modem 78 menace et présente déjà une liste de candidats pour les élections législatives de l'an prochain, avec 12 binômes qui défendront leurs valeurs. C'est un risque, mais si on ne le prend pas, de toute façon, on n'existera jamais. Donc, quelque part, vous avez vu que nous avons une vision humaniste et nous voulons la développer. Et c'est en parlant, en agissant au quotidien que nous allons vendre nos idées et que les gens vont petit à petit y adhérer. Et moi, j'y crois et c'est pour ça que je m'engage. Parmi les autres candidats préinvestis, Georges Beliaev sur la 10e circonscription. La primaire de la droite et du centre se tiendra les 20 et 27 novembre prochains. 8 candidats sont en lice et Alain Juppé reste le favori selon les sondages. Et pour évoquer à présent l'actualité de la semaine, un invité nous a rejoint sur le plateau. Hervé Guay, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de Citalios, un nouvel établissement public né il y a quelques jours et fruit du rapprochement entre le département des Yvelines et des Hauts-de-Seine, un rapprochement voulu par les deux présidents des conseils départementaux et entamé déjà il y a plusieurs mois. Hervé Guay, est-ce que pour commencer, vous pouvez déjà nous expliquer concrètement ce qu'est Citalios, ses champs d'action, ses missions et ses objectifs ? Alors, Citalios, c'est une société qui travaille pour le compte des collectivités locales, pour mettre en œuvre leurs projets urbains, des petits projets ou des grands projets, petits projets d'équipement public, grands projets de réaménagement de quartiers. Donc nous travaillons pour leur compte, dans un souci d'équilibre économique, bien sûr. Nous rachetons des terrains, nous les réaménageons, nous les cédons aux promoteurs pour qu'ils réalisent les constructions dont les villes ont besoin. Et nous surveillons l'ensemble des chantiers, nous les coordonnons et pour remettre clé en main en quelque sorte un nouveau quartier aux élus de la manière où ils l'ont imaginé. Et Citalios, si je ne me trompe pas, c'est le regroupement de 4 anciennes sociétés mixtes d'aménagement, d'économie mixte d'aménagement. Tout à fait, c'est le regroupement de 4 sociétés qui existaient, 2 qui travaillaient sur le territoire des Yvelines et 2 du territoire des Hauts-de-Seine. Quel est l'intérêt de se regrouper comme ça à 4 ? Quel est l'avantage ? On est plus puissant financièrement surtout ? Alors, on est plus puissant financièrement, on est aussi plus puissant en termes de compétences, puisque chaque société avait son histoire, ses traditions, ses spécificités. Et donc, en se regroupant, nous sommes aujourd'hui 94 salariés dans cette entreprise Citalios. Nous avons un champ d'intervention beaucoup plus large pour répondre de manière très pointue à toutes les questions qui nous sont posées sur le champ urbain.
À chaque fois, ce sont les élus locaux qui viennent vous voir et qui vous disent bah voilà, je veux rénover tel terrain, j'ai besoin d'aide. Voilà, c'est ça. Ils ont besoin de compétences et nous apportons ces compétences. Alors, votre champ d'action, vous le disiez, c'est Yvelines-Hauts-de-Seine ou ça va au-delà? Alors, ça va au-delà puisque nous sommes certes à statut capitaux principalement publics, mais nous sommes une société de droit privé, donc nous intervenons dans un champ concurrentiel. Et depuis de longues années, plusieurs des sociétés qui composent Citalios ont rayonné au-delà de leur territoire d'origine. Et Citalios est aujourd'hui présent sur les 8 départements d'Île-de-France. Alors, dans les présentations qui sont faites de Citalios, on entend et on lit dans la presse notamment une structure plus souple, plus efficiente, plus complète. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça en quoi, le fait d'être réunis, vous êtes meilleur que quand vous étiez 4 divisés? Et puis, notamment plus souple, est-ce que d'être une grosse structure, c'est parce qu'on reproche généralement une grosse machine qui a du mal à se mettre en route et qui peut parfois être assez loin du petit élu local? Voilà. Alors, c'est effectivement l'écueil dans lequel il ne faut pas tomber. 94 salariés, ça reste une entreprise de taille humaine. Le contact entre la direction générale et les salariés de base, je dirais, sont quotidiens, reste quotidien. Donc, nous avons beaucoup réfléchi sur l'organisation à mettre en place. Et nous avons donc une organisation par métier. Et chaque métier a un patron. Mais le responsable d'un projet et qui est en contact quotidien, comme vous dites, avec le petit élu local, il n'y a pas de petits élus, il n'y a que des grands élus, bien sûr. Il y a des élus, et voilà, ils ont tous leur légitimité. Donc, le chef de projet qui est en contact quotidien pour mener à bien le projet de l'élu, il n'a qu'un niveau hiérarchique entre lui et le directeur général. Donc ça, c'est de la souplesse, ça, c'est de la réactivité. C'est ce que nous voulons apporter à nos clients. Alors, on imagine évidemment que vous allez faire des logements. Vous allez faire construire et bâtir uniquement des logements? Alors, uniquement des logements, ça, c'est plus dans l'air du temps. Enfin, c'est notre conception de la ville. Faire des quartiers entièrement de logements, c'est pas durable. C'est des quartiers qui perdent de leur âme au cours des années. Il suffit de regarder les grands ensembles. Les grands ensembles, c'était quoi? Dans les années 60, c'était des quartiers de logement, uniquement de logement, et ça a donné les conséquences que l'on connaît. Aujourd'hui, une ville doit être mixte. Vous devez avoir du logement, mais aussi des commerces de proximité, des activités publiques comme des théâtres, des salles de sport, des bureaux lorsqu'on est situé au pied des transports. Une ville, elle doit vivre toute la journée, tous les jours de la semaine, et il faut donc mixer les fonctions. Ce qui veut dire qu'au sein d'un établissement comme le vôtre, les métiers se sont diversifiés? Bien sûr, diversifiés, ils se diversifient tout le temps parce qu'une crise économique arrive, ce qui fait que le modèle économique d'hier n'est plus celui d'aujourd'hui et nous devons être réactifs et nous avons un important programme de formation de nos collaborateurs. Est-ce que vous êtes né précisément le 7 septembre dernier? Est-ce que vous avez déjà des projets dans les cartons, notamment pour les Yvelines et pour Saint-Quentin? Alors, des projets, on en a, et on travaille avec des mairies dans l'espoir qu'ils puissent nous confier de nouvelles missions. Citalios a gagné le lendemain de sa création un projet. C'est un peu symbolique puisque en fait c'était une des 4 sociétés qui avait candidaté. Mais vous avez récupéré les projets des anciennes sociétés. Des anciennes sociétés. Nous avons dans les Yvelines, nous sommes évidemment très présents dans les Yvelines. Je peux vous donner quelques exemples d'actualité puisque mardi prochain nous livrons les premiers logements d'une opération d'aménagement à Rocancourt qui avait été suivie par une de nos sociétés Yvelines Aménagement. Demain samedi, il y a l'inauguration de la maison du projet à Poissy sur le quartier Rouget de Lille au pied de la station de train de Poissy. Beaucoup de projets en route voilà. Nous sommes présents également aux Mureaux sur les grands projets de renouvellement urbain des Mureaux depuis plusieurs années. C'est des projets qui avancent, qui se poursuivent. Voilà.
Dans le reste de l'actualité cette semaine, François Hollande était en déplacement à Saint-Quentin en Yvelines. Il a visité les locaux d'IFOCOP, l'Institut de formation commerciale permanente. L'occasion pour le chef de l'État d'évoquer la mise en place du plan gouvernemental 500 000 formations supplémentaires et l'occasion pour nous aussi de vous faire découvrir l'Institut. Reportage. 250 stagiaires formés l'an passé, 50 intervenants pour une quinzaine de formations métiers. Le nouveau centre IFOCOP est implanté à Montigny-le-Bretonneux depuis septembre 2015, avec pour objectif un retour à l'emploi rapide et pour y parvenir une seule formule magique, 50% du temps en entreprise, 50% en formation. Le format des formations IFOCOP, c'est 4 mois en centre de formation et une application concrète de 4 mois en entreprise. Ça fait partie du cursus de chercher et de trouver son entreprise. Nous, l'objectif, ce n'est pas une formation pour un stage, c'est une formation pour un emploi. Web, digital, gestion, ressources humaines ou encore comptabilité, le choix de formation est conséquent à Saint-Quentin en Yvelines et répond aux besoins des entreprises locales. Peu importe l'âge ou les diplômes, le plus important se trouve ailleurs pour les intéresser. Les plus jeunes auront 21-22 ans. Il est indispensable pour entrer à l'IFOCOP d'avoir au moins 1 an d'expérience professionnelle. Ça, c'est vraiment le préalable indispensable pour tout le monde. Sur certains métiers, on va demander une expérience professionnelle plus longue, préalable. Sur d'autres, elle pourra être plus courte, mais peut-être compensée par un niveau bac plus 2, en fonction des qualifications requises à l'issue de la formation. Ce qui est récurrent chez toutes les personnes, encore une fois, c'est vraiment la motivation, la détermination, le projet professionnel et l'adéquation avec le marché du travail, bien sûr. En l'espace d'un an, plus de 200 inscrits à l'IFOCOP de Saint-Quentin en Yvelines ont retrouvé un emploi, un chiffre qui pourrait être amplifié avec le plan 500 000 formations supplémentaires mis en place par le gouvernement. L'actualité, c'est également la semaine de la mobilité qui a débuté à Saint-Quentin en Yvelines au programme animation dans les entreprises et enquête sur le réseau Skibus, mais aussi un jeu, la chasse au bus avec 5 véhicules qui ont fait peau neuve en arborant les nouvelles couleurs de Sky. L'objectif, trouver ces bus, ouvrir l'œil et les attraper en images. On écoute à ce propos Michel Logier, le président de Saint-Quentin en Yvelines. Il nous en dit un peu plus sur cette semaine de la mobilité. Nous souhaitons, à travers cette semaine, eh bien, proposer à tous les usagers un petit peu les services qui sont apportés tout au long de l'année par l'agglomération et puis surtout mettre à l'honneur, bien sûr, tous ceux qui y travaillent. On met des moyens pour que justement ils puissent prendre quelques minutes et bien comprendre aujourd'hui toutes les possibilités qui leur sont offertes. Pour participer à cette chasse au bus, vous avez jusqu'au 15 octobre. Retrouvez toutes les modalités d'inscription du jeu sur sqy.fr. On referme cette page transport et déplacement avec la société du Grand Paris qui faisait sa rentrée cette semaine. L'établissement public a présenté l'état d'avancement des différents chantiers des futures lignes de métro. Après la phase de concertation, place au début des travaux. C'est une étape de plus pour le métro du Grand Paris Express. Les premiers travaux ont commencé sur plusieurs tronçons franciliens. C'est le cas notamment pour les futures lignes 15 et 16. Pour la ligne 18, en revanche, qui desservira Saint-Quentin en Yvelines, les études techniques sont encore en cours. À ce stade-là, il n'y a pas de retard puisqu'on en était vraiment aux études préliminaires. Maintenant, le maître d'œuvre a été désigné et donc il va travailler sur les études d'avant-projet. Et c'est à ce niveau des études d'avant-projet qu'on fixe définitivement le tracé de la ligne et la position des gares. À terme, la ligne 18 du Grand Paris Express reliera l'aéroport d'Orly à Versailles. Coût du projet estimé un peu moins de 3 milliards d'euros pour une mise en service totale en 2030. D'ici là, plusieurs projets pensés par des étudiants franciliens verront le jour. L'un d'entre eux doit favoriser les échanges entre riverains, commerçants et entreprises avec comme espace d'accueil des containers. Ça sera vraiment, c'est l'impact visuel qu'on veut d'abord avoir. Donc avec le conteneur, ça sera vraiment de la forme de la tôle, quoi, avec une terrasse qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur un conteneur. Et l'intérieur, par contre, sera vraiment aménagé pour, par exemple, pour la restauration, avec vraiment les réfrigérateurs, le plan de travail. Donc l'intérieur sera vraiment nouveau pour le consommateur. Utilisateurs et consommateurs devront en tout cas se montrer patients. Les premières rames de métro dans les Yvelines n'arriveront pas avant 14 ans. Hervé Gué, on a présenté Citalios tout à l'heure, on a évoqué ces champs d'action. Est-ce que vous vous intéressez également aux terrains qui vont être autour des gares du Grand Paris ? On sait que c'est un grand projet. Il n'y a rien que du côté de Saint-Quentin et sur la ligne 18, 9 nouvelles gares qui vont être construites avec des logements forcément autour. Est-ce que ce sont des projets qui vous intéressent, vous ?
Bien sûr, c'est des potentiels de développement, un potentiel d'attractivité pour les villes. Ces gares, c'est une chance exceptionnelle. Donc nous sommes d'ores et déjà d'ailleurs présents autour de futures gares du Grand Paris, alors pas dans les Yvelines, mais dans les Hauts-de-Seine, à Asnières-sur-Seine par exemple, autour de la future station Les Grésillons. Nous avons un très gros projet d'écoquartier de 200 000 m² environ, de logements, de bureaux, de commerces, à réaliser au pied de cette future gare du Grand Paris. Sur les Yvelines, nous nous intéressons à toutes les gares, nous nous intéressons aux gares de la future ligne Éole aussi, qui va relier la gare Saint-Lazare à Paris, et puis à Mantes, pardon, et puis pourquoi pas à Saint-Quentin, les gares de cette fameuse ligne 18, Guyancourt. Nous sommes tout prêts à travailler pour les élus sur ces sujets. Vous avez évoqué au début de l'émission de la concurrence. Quelle est votre concurrence qui est votre concurrent sur ces dossiers-là? C'est Grand Paris Aménagement. Est-ce que Citalios a aussi été construit pour, on va dire, un peu bloquer le Grand Paris, pour ne pas se faire avaler par le Grand Paris et toutes les machines, toutes les institutions qui gravitent autour de la métropole du Grand Paris? Citalios a bien sûr une naissance politique, donc cette idée que vous développez existe. On sait que Pierre Bédier et Patrick Devedjian ne sont pas les plus grands fans de cette idée du Grand Paris, c'est pour ça que je vous dis ça aussi. Bien sûr. Nous avons été aussi créés pour offrir des alternatives aux élus avec une vision de travail en étroite collaboration avec les élus. Nous ne sommes justement pas une grande machine administrative. Nous sommes une société réactive, comme on l'a dit tout à l'heure, avec des élus à notre conseil d'administration. Donc nous écoutons les élus, nous parlons leur langage, nous savons traduire leurs idées en faits. Quel est le retour des élus pour l'instant sur Citalios? Ils vous sollicitent, ils vous disent tant mieux que vous soyez là. Quels sont les premiers retours? C'est une très grande appétence pour cette société. La volonté de voir les bons projets que nous avons réalisés, enfin que chacune de nos 4 sociétés ont réalisés par le passé, les voir transcrire sur leur territoire. Vous êtes, mine de rien, quand même une grosse structure, certes moins grosse que celle du Grand Paris Aménagement. Est-ce que c'était nécessaire de vous rassembler aujourd'hui pour survivre? On ne peut pas être une société d'économie mixte d'aménagement seule, il faut quand même peser un certain poids. Il faut un certain poids, tout à fait, c'est nécessaire. Aujourd'hui, on a un monde qui évolue très vite. La crise économique de 2008 a été dure pour les sociétés de ce type, surtout pour les plus petites. Nous avons survécu parce que nous avions un poids suffisant et nous savons que dans ce monde incertain, on a besoin de solidité. On change de sujet à présent avec l'université de Versailles-Saint-Quentin qui a fait son retour dans le prestigieux classement de Shanghai. Un retour après 5 ans d'absence. Wilfried Ritchie recevait d'ailleurs le nouveau président de l'université, Didier Guillemot, pour évoquer ce sujet. Écoutez. L'université de Versailles-Saint-Quentin a retrouvé sa place parmi le classement de Shanghai. La dernière fois, c'était en 2011. La première fois, c'était en 2011. C'est entre la 400e et la 500e place. C'est ça, à peu près, que se situe votre établissement au niveau international? Absolument. C'est même probablement plus près de la 430e, c'est-à-dire plus près de la 400e que de la 500e. Et c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Et ça signifie quoi, ce classement, concrètement ? Alors, le classement de Shanghai, c'est un des classements de référence pour classer les universités du monde. Je crois qu'il y a 17 000 universités dans le monde, quelque chose comme ça. Il se trouve qu'il y a ce classement qui est organisé par l'université de Shanghai et qui les classe principalement sur la visibilité et la notoriété scientifique. Et donc, le classement de Shanghai, c'est pas l'alpha et l'oméga, c'est simplement un classement sur une échelle. Et voilà, quand je suis arrivé aux responsabilités, j'ai demandé à ce qu'on réponde de façon le plus professionnelle possible. Et le 15 août, les résultats sont tombés. Vous vouliez retrouver ce classement puisque l'université l'avait quitté un temps? Oui, je voulais retrouver, c'est-à-dire que je voulais savoir où on en était. C'est-à-dire que je voulais faire un bilan, comme je souhaite faire un bilan financier, un bilan des activités de notre université. Et ça fait partie du bilan. Et je me disais que si on était 499e, c'était mieux que si nous étions 501e. Il se trouve que le classement est plutôt extrêmement bon et que nous sommes revenus, comme vous l'avez dit, au classement de Shanghai, c'est-à-dire en gros parmi les 22 premières universités françaises sur la dimension classement de Shanghai.
Et les étudiants de l'Université de Versailles-Saint-Quentin également dans l'actualité, puisqu'ils se sont mobilisés, eux, cette semaine contre la loi travail, avec une nouvelle et peut-être dernière journée de mobilisation qui avait lieu jeudi 15 septembre. L'UNEF, le syndicat étudiant, a participé d'ailleurs à la manifestation parisienne. Écoutez le président local du syndicat, il était au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Aujourd'hui, on part en direction de Paris pour rejoindre la manifestation contre la loi travail. En effet, même si la loi travail est passée, elle reste toujours aussi inacceptable et toujours aussi exécrable pour notre avenir. Et du coup, on va manifester aujourd'hui aux côtés des lycéens et des salariés. Cette loi, dans son ensemble, elle est inacceptable. Elle fait qu'augmenter la précarité au travail. Du coup, on continue à se mobiliser pour le retrait de la loi travail dans son entièreté. Mais on demande aussi l'ouverture de discussions parce que des propositions, on en a, des propositions pour améliorer la réussite des jeunes, pour diminuer le chômage, etc., on en a. Et c'est pour ça qu'on demande le retrait de la loi travail et l'ouverture de discussions pour de vraies mesures dans le sens du progrès social. On referme ce 7-8 hebdo en culture avec ce week-end les journées du patrimoine. Le thème cette année concerne notamment la citoyenneté. 17 000 lieux seront ouverts partout en France et à Saint-Quentin en Yvelines. On n'est pas en reste non plus. De la commanderie des Templiers à Élancourt aux hôtels de ville de Guyancourt et Trappes. Le programme est chargé tout le week-end. Petit tour d'horizon avec Mélanie Poquet. Des salles de spectacle, des espaces de recherche ou encore des mairies, les lieux saint-quentinois répondent présents pour les Journées européennes du patrimoine. À plaisir, la Clé des Champs et le théâtre Espace Coluche feront découvrir l'envers du décor. J'aurai le moyen de montrer au public d'éteindre la salle, d'allumer le plateau, ce qu'on appelle en plein feu, pour qu'ils se rendent compte que quand on a tous ces projecteurs dans la figure, on ne voit plus le public, on ne fait que le ressentir. Thème de la citoyenneté oblige, des ouvertures exceptionnelles. Les hôtels de ville de Trappes et Guyancourt organisent des visites guidées. À Élancourt, la commanderie des Templiers ouvre elle aussi ses portes, l'occasion de pénétrer dans la chapelle rarement ouverte au public. La construction a été commencée fin du XIIe siècle et c'est une chapelle donc du XIIIe siècle. Ce qui est intéressant ici, c'est de la revoir après réouverture. Donc elle a réouvert en 2012, après restauration. Et vous pourrez découvrir la restauration qui a été faite, à savoir la peinture, les peintures murales, voilà, et les vitraux qui ont été nettoyés. À 2 pas de Saint-Quentin-en-Yvelines, à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, la Fondation Marta Pan vous replonge dans l'atelier et les œuvres de la sculptrice d'origine hongroise. Elle a sculpté ici ses premières œuvres, parfois de très très grande dimension. Je pense notamment aux sculptures dont Maurice Béjart s'est emparé pour créer 2 ballets. Et puis elle a effectivement travaillé pendant une dizaine d'années ici. Elle travaillait le bois à ce moment-là. À découvrir aussi le domaine de Madame Elisabeth à Versailles, le Théâtre national de Saint-Quentin-en-Yvelines, le Centre national du cinéma et de l'image animée à Bois d'Arcy et bien d'autres lieux encore. Le patrimoine vous tend les bras. C'est la fin de ce 7-8 hebdo. Merci Hervé Gué de nous avoir accompagnés pendant cette demi-heure. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Citalios. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Bon week-end à tous.